Bonjour chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, même si vous l'avez compris, ce n'est que à distance, sachant que nous sommes dans les préparatifs de la conférence de Marrakech, pour laquelle je vais partir dès demain à partir de la France. Donc je me présente, je suis Stéphane Poufari, je suis le fondateur et le président d'honneur de l'association Énergie 2050. J'ai été invité à prendre part à vos débats et c'est avec un grand plaisir évidemment que je vais vous exposer en quelques mots les grands enjeux de l'accord de Paris, les défis et aussi bien sûr les opportunités d'agir. Alors peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas dans la salle et pour les autres aussi que j'aurai plaisir à revoir ou à rencontrer à Marrakech dans quelques jours, je pense qu'il est peut-être un peu nécessaire de vous présenter brièvement l'association Énergie 2050. Donc pour ce faire, nous avons un tout petit film de 2 minutes qui vous permettra assez rapidement, je pense, de comprendre le pourquoi, nos motivations, notre vision, notre ambition pour tout ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Merci. Me revoilà avec vous. Vous aurez donc bien compris que Énergie 2050 est à plus d'un titre impliqué fortement dans le processus des négociations sur le changement climatique et peut-être notre particularité est de travailler à la fois au niveau global politique, vous l'avez compris, dans le cadre des contributions prévues et déterminées au niveau national, dans le cadre de la publication du guide des négociations pour le citoyen, dans le cadre du guide des négociateurs fait pour la francophonie que nous présenterons à Marrakech, ou encore dans le cadre de projets à soumettre au Fonds vert ou des projets d'adaptation ou d'atténuation que nous faisons avec nos pays amis et partenaires, ou encore d'autres projets que nous faisons de renforcement de capacité, de mise en œuvre, et puis tout ce que l'on peut dire d'une manière générale qui doit concourir à la mise en place d'une société plus respectueuse des ressources naturelles, sur une trajectoire de développement bas carbone, porteuse de résilience et bien sûr d'un mieux vivre dans une solidarité que nous considérons à renouveler. Alors peut-être pour aller directement au cœur du sujet d'aujourd'hui, on parle évidemment tous, puisqu'on est à quelques jours de la conférence climat de Marrakech, de qu'est-ce qui se passe autour de ce grand moment collectif, sachant, vous l'avez vous aussi tous très certainement entendu à Paris en décembre 2015, on s'est tous congratulés, on s'est tous félicités pour la première fois sur les questions climatiques, la mise en place d'un accord contraignant, juridiquement contraignant, on en dira un mot ensuite, impliquant l'ensemble des parties contractantes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est-à-dire pays en développement, pays en transition et pays industrialisés, autour d'un grand défi qui est de limiter les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial pour rester dans une trajectoire d'augmentation de la température moyenne d'ici la fin du siècle à une température de 2 degrés, voire, si possible, de 1,5 degré.
Alors derrière ces grands chiffres, cette espèce de grande ambition collective, et puis ce grand moment que nous avons tous vécu à Paris, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette grande histoire? Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous considèrent que c'est un moment historique? Alors peut-être quelques mots pour se rappeler de quoi parle-t-on? Quelle est cette réalité scientifique qui finalement fait que la préoccupation climatique est devenue aujourd'hui plus une réalité encore qu'hier, et surtout que pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous, elle devient déjà une réalité dans nos quotidiens. Alors qu'est-ce que nous dit la science? Alors la science nous dit très clairement que unanimement, tout le monde est persuadé, tout le monde est démontré le lien entre les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre. C'est un constat qui désormais est quasiment unanimement partagé, encore quelques petites voix un peu dissonantes, bien sûr, mais ceci étant, elles sont de plus en plus marginalisées et absolument non crédibles, ne serait-ce que par la récurrence des travaux du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le changement climatique. Alors, cette science, elle ne fait pas simplement un constat, elle aussi, elle alerte. Depuis plusieurs années, elle répète, jusqu'à presque l'ivresse, que nous sommes en danger, que nous sommes dans un horizon climatique très préoccupant, et que si nous ne limitons pas nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons aller jusqu'à des scénarios, alors je mets entre guillemets, catastrophiques, potentiellement cataclysmiques, voire irréversibles. Donc c'est des mots quand même assez lourds, et quand on connaît le processus de décision du GIEC, de l'écriture, qui est là pour compiler, prendre une photographie de la connaissance scientifique à un instant T0, vous voyez bien que l'instant est grave, et que ce n'est pas du tout des mots mis de manière un petit peu à la hâtive sur des papiers, c'est une réalité scientifique très préoccupante. Maintenant, deuxième point qui est important sur ce sujet de la science, c'est que les observations, les réalités des quotidiens des gens, les réalités des pays, les réalités des territoires, c'est qu'aujourd'hui, tout démontre la réalité de ce changement, et tout démontre qu'il s'accélère, qu'il va beaucoup plus vite que prévu, et qu'il est très préoccupant, et qu'il touche quasiment l'intégralité de nos secteurs d'activité humaine, de la manière dont on vit, dont on utilise les ressources naturelles, et dont on prospère et se développe. Ça, c'est la première chose. Donc ce lien homme-climat est universellement reconnu. Deuxième chose qui est très préoccupante au niveau de la science, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une réalité qui nous inquiète, d'autant plus que nous avons plus d'énergie fossile que nous aurions dû en avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'année en année, on en trouve plus. Alors aujourd'hui, c'est les gaz non conventionnels, c'est les sables bitumeux, c'est l'exploration profonde. Bref, ceci étant fait, il y a un univers, un échiquier de la géopolitique climatique et énergétique qui se repositionne d'année en année. Et aujourd'hui, nous avons trop d'énergie fossile, sachant que les énergies fossiles sont les principales à l'origine des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine qui contribuent aux conséquences et au réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, la science nous dit nous allons devoir laisser les 2/3 du stock d'énergie fossile prouvé, disponible, sous terre, sous peine de rentrer dans ce mauvais scénario climatique. Donc, vous voyez bien qu'il y a à la fois une réalité scientifique qui nous alerte, et deuxièmement, il y a aussi une évidence qui nous dit on va devoir y aller, de gré ou de force, car si par hasard notre, j'ai envie de dire, aveuglement collectif faisait que nous consommions l'intégralité des ressources fossiles disponibles, on serait dans un scénario climatique absolument incontrôlable et potentiellement chaotique. Alors, maintenant, un petit zoom peut-être sur la Méditerranée, et puis d'une manière générale, sur les responsabilités dits historiques, sur les liens entre pays développés, économie en transition, pays dits en développement. Alors, prenons l'exemple de la Méditerranée. La Méditerranée, très clairement, c'est un point chaud climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, plus qu'ailleurs, il va y avoir des conséquences accrues en termes de réchauffement moyen de la température, et puis avec des conséquences sur l'eau, sur l'usage des terres, la production agricole, sur aussi l'augmentation de la montée des eaux, sur la salinité des terres, sur toutes les conséquences dites, j'ai envie de dire, en cascade du réchauffement climatique, et qui va faire que toutes les conséquences, la vulnérabilité déjà historique de la zone, va être exacerbée. Ça veut dire quoi? Tous les défis d'hier non réglés vont être des défis d'autant plus importants demain, avec des conséquences bien évidemment très significatives. Alors ça veut dire quoi si on va un peu dans l'extrême? Ça veut dire des bouleversements irréversibles, ça veut dire une modification, une altération des systèmes humains, des systèmes dits naturels, la montée des eaux, l'érosion côtière, l'altération des cycles de production agricole, des impacts sanitaires, le tout exacerbé encore par d'autres phénomènes, l'urbanisation, la densification de l'urbanisation sur le trait côtier, l'agriculture côtière, la question de l'énergie, bien sûr la question de l'eau qui est centrale. Donc j'ai envie de dire des crises exacerbées en augmentation et des vulnérabilités naturelles qui sont bien évidemment augmentées. Donc tout ça préoccupant, tout ça dans un agenda international complexe, avec des conflits, avec des raretés de ressources, avec une démographie en pleine croissance, avec des villes en pleine expansion, des besoins de construction, des besoins de développement, et, j'ai envie de dire, n'oublions pas, un impératif d'un mieux vivre ensemble et aussi d'un développement partagé. Vous voyez bien que tout ça, si on l'additionne, évidemment, la Méditerranée
se retrouvent évidemment dans une zone très particulière de fragilité. Deuxième point, il y a aussi toutes les questions dites des flux de migration. Je ne parlais pas des migrations suite à des conflits, je parlais des migrations climatiques, puisqu'il y a déjà beaucoup de flux de population qui circulent à cause des conséquences des changements climatiques. Donc ces flux de population, bien évidemment, font que la Méditerranée a un nouveau rôle à jouer, avec là aussi, on va exacerber d'autres contraintes, puisque des positions qui étaient de transit deviennent des positions d'arrêt, des mouvements de population, des besoins alimentaires, des questions de terre, de développement urbain. Donc tout ça, vous l'aurez compris, s'agite et s'exacerbe. Alors maintenant, au niveau global, j'ai envie de dire aussi, pour que juste on partage tous le même mot, peut-être n'oublions pas deux grands concepts. Quand on parle de lutte contre le changement climatique, on doit parler de deux choses. D'une part, on doit parler du principe fondateur de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui est le principe de responsabilité dit partagée, mais différenciée. Ça veut dire quoi? C'est important parce que ce principe-là est toujours d'actualité. Ça veut dire que les pays dits en développement, alors je dis chaque fois dit, le terme officiel dans le cadre de la Convention, on dit pays en développement et pays développés, et vous comprendrez bien que ce mot est particulièrement difficile à prononcer parce que j'ai dans beaucoup de circonstances beaucoup de mal à voir la différence, et puis d'autant plus que ce n'est qu'une réalité historique et qui ne veut rien dire en termes de quantification du mot. Mais bon, ceci étant, la terminologie globale le dit, donc les pays en développement ont une faible responsabilité historique dans les origines du changement climatique. Ça veut dire quoi? Vous avez peu émis de gaz à effet de serre pendant les différentes décennies précédentes, et encore plus pendant l'ère industrielle. Et de fait, bien évidemment, les pays dits développés ont émis beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre et se doivent d'avoir une responsabilité supérieure et donc une obligation de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre, sachant que les pays en développement doivent, si possible, et d'une manière le plus, j'ai envie de dire, intelligente en termes de coopération, d'agencement de la coopération internationale, se développer sur des trajectoires de développement bas carbone, le tout évidemment ayant des co-bénéfices en termes de réduction des émissions, mais avec évidemment des impératifs différents. Les uns, c'est de la réduction nette, les autres, c'est de la réduction proportionnelle, avec évidemment un impératif dit de développement. Alors, ça veut donc dire que quand on va parler de lutte contre le changement climatique, on va avoir deux sujets. Le premier, vous l'avez compris, c'est la réduction des émissions, l'atténuation. Donc là, vous avez compris, pays développés, obligation de réduction nette, puis en développement, le moins possible d'émissions avec une trajectoire de développement bas carbone. Après, il y a la question de l'adaptation. Alors l'adaptation, ça veut dire quoi? Ça touche tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça touche autant les pays développés qu'en développement. Ça veut dire que tout le monde, les vulnérabilités dont je parlais pour la Méditerranée, sont valables partout, à des degrés différents, en fonction du contexte territorial, de l'histoire du pays, de la ressource disponible. Mais ceci étant, c'est une réalité partagée. Nous allons avoir des modifications de la réalité dans lesquelles nous vivons. Alors évidemment, vous avez bien compris que pour les pays dits en développement, la question de l'adaptation est prioritaire, parce que non seulement ils sont peu responsables, mais deuxièmement, ce sont les plus vulnérables, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, de développement industriel, d'aménagement du territoire, d'organisation spatiale, de la politique ou autre, ce qui fait que ces pays-là ont une double peine. Une peine dite de quoi? De l'impératif du développement, de la difficulté avec des crises multiples, territoires ou autres, et puis aussi les vulnérabilités exacerbées au changement climatique, qui fait qu'il y a une double peine potentielle. Donc vous voyez bien que pour les uns, l'adaptation va être un point d'entrée important, pour d'autres, l'atténuation va être par nécessité historique et par réalité politique une obligation, même si eux aussi doivent prendre en compte l'adaptation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Alors à Paris, c'est intéressant parce que c'est la fin d'un long processus, et c'est donc le début d'un nouveau processus. Long processus, pourquoi? Parce que vous savez tous qu'il y a quelques années, on avait mis en place le protocole dit de Kyoto, qui sur la période 2008-2012 devait réduire pour les pays développés, industrialisés, leurs émissions de gaz à effet de serre en valeur nette par rapport à l'année de référence 1990 de 5,2%. Et normalement, il aurait dû y avoir, après, un autre protocole qui devait faire que très clairement, les pays développés allaient sur une trajectoire de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Ce protocole a peu ou pas marché. Il n'impliquait évidemment pas les pays en développement, puisqu'eux avaient le droit de se développer, et sous le principe de renforcement de capacité, transfert de technologie, mobilisation de flux financiers, et évidemment la souveraineté des États pour leur trajectoire de développement particulier. Alors on aurait dû avoir une trajectoire de diminution carbone globale, et en parallèle, un développement bas carbone des pays dits en développement, avec un jour, un terme, une convergence carbone qui aurait fait qu'on diminuait les émissions collectivement et l'ensemble des pays se développaient de manière harmonieuse.
Ce protocole n'a pas marché pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, mais quoi qu'il en soit, il est clair que très peu de pays ont tenu leurs engagements, et qui plus est que quasiment aucun pays ont voulu s'engager sur une deuxième période. Alors il existe pour les puristes un protocole de Kyoto 2, dit 2, qui évidemment va jusqu'en 2020, et qui là est intéressant, mais qui n'engage que très peu de pays, c'est un accord volontaire, et qui ne peut pas être pris en compte comme un accord global mondial. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, depuis Copenhague, vous vous souvenez, cette conférence climat où finalement on parle de l'échec de Copenhague, on a commencé à regarder des solutions dites alternatives tout en essayant de rester dans le cadre de la Convention des Nations Unies. Et c'est plutôt à Durban qu'est arrivé ce grand sujet, et le Maroc, je pense que tous nos amis marocains, au même titre que la plupart des personnes dans la salle le savent très bien, le Maroc, comme tous les pays, ont fait ce que l'on appelle leur contribution prévue déterminée au niveau national. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de regarder un processus descendant, comme historiquement, les États s'accordent à une réduction avec un objectif chiffré et divisent ensuite cette contribution et la mettent en œuvre chez eux, avec des politiques et des mesures et des mécanismes dits de flexibilité pour travailler en coopération. Là, c'est un peu différent. On part des forces vives du territoire, on construit collectivement au niveau d'un pays en fonction des réalités nationales, ce mot est très important. On construit quoi? Une politique d'un développement bas carbone, avec évidemment une composante adaptation et atténuation. Deuxième grande nouveauté, donc processus ascendant, première nouveauté. Deuxième grande nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est les pays qui disent ce qu'ils peuvent faire. Et normalement, en additionnant l'intégralité des contributions prévues et déterminées au niveau national, on doit arriver à cette fenêtre des 2 degrés dont j'ai parlé au tout début, voire à cette fenêtre des 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne terrestre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette fois-ci, on a décidé, collectivement, tous les pays, les États parties, signataires de la Convention, ont décidé de tous s'engager avec un objectif chiffré. Tous veut dire quoi? Veut dire économie en transition, pays en développement, pays développés. Tout le monde a rendu sa copie d'ici à la fin 2004. Quasiment tout le monde. On est presque à l'intégralité des parties contractantes. Mais il convient de souligner dès à présent qu'aujourd'hui, si on additionne l'intégralité des contributions des pays, on n'est pas sur la trajectoire des 2 degrés. On est plutôt sur une trajectoire 3, 3,5, voire 3,7, 3,8, selon comment on calcule. Donc ce qui veut dire qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Très clairement, premier mot à retenir pour Marrakech, on est sur un défi de l'ambition. On doit augmenter coûte que coûte notre ambition collective. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est que les pays dits en transition, entre autres la Chine, l'Inde, le Brésil, ont fait des CPDN et se sont engagés de manière relativement ambitieuse pour des réductions des émissions de gaz à effet de serre, évidemment avec des trajectoires aussi d'adaptation. Maintenant, ça c'est déjà une nouveauté, puisque c'était un des points choquants d'achoppement au niveau des négociations climat, à savoir les États dits développés disaient oui, mais aujourd'hui le monde n'est pas celui de 92, les économies en transition émettent plus que nous. Alors ce débat maintenant est clos, puisque tout le monde a un objectif de réduction. Mais là, troisième nouveauté, pour les pays en développement, donc le Maroc fait partie, et encore plus pour les pays dits les pays les moins avancés, beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, les contributions prévues déterminées au niveau national comprennent 2 composantes, très intéressantes, très importantes. La première composante, c'est de se dire, à l'horizon 2020-2030, il y aura une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre qui aurait été émise sans mise en place de mesures nationales. Très clairement, si le Maroc fait une politique d'énergie renouvelable, comme c'est le cas actuellement, si le Maroc met en place une réglementation thermique, si le Maroc travaille sur d'autres sujets, il ne le fait pas simplement pour le climat ou le développement, mais il le fait aussi pour les deux. Donc il a une contribution positive à la lutte collective contre les effets du changement climatique et contre les origines, mais aussi il se développe avec une trajectoire bas carbone. Deuxième chose très importante dans les CPDN des pays en développement, c'est la partie adaptation. C'est-à-dire que vous avez une partie, j'ai envie de dire, conditionnelle. Vous pouvez réduire plus vos émissions de gaz à effet de serre sous réserve d'avoir un accompagnement financier particulier. Dans le cas du Maroc, de mémoire, vous avez 13% de non conditionnels et 30% de conditionnels par rapport au niveau d'émissions de gaz à effet de serre que vous auriez eu en 2030. Donc c'est un processus assez nouveau qui est intéressant, et suite à l'accord de Paris, désormais, il y aura un processus de revue de ces CPDN, qui d'ailleurs deviennent des CDN. Alors, pour ceux qui ne sont pas des habitués de négociation, le mot est très important. Avant, on parlait de contributions prévues, déterminées au niveau national. Aujourd'hui, désormais, le Maroc c'est le cas, on parle de contributions déterminées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la politique de développement du Maroc va être climato-compatible. De même pour le Togo, le Niger, le Mali ou d'autres pays, ou le Sénégal, des pays voisins. Tous ces pays-là, désormais, doivent agglomérer toute leur trajectoire de développement, les rendre climato-compatibles, avec cette ambition de se dire, je vais tenir, je vais décliner en programme d'action concret ce que j'ai écrit dans mon CPDN, devenu maintenant, suite à la ratification, CDN.
Ça, c'est la première chose. Donc, c'est très important. C'est un des poids lourds de l'accord de Paris, cette obligation. Dans le cadre des pays développés, nous, l'obligation, c'est de tout le temps aller vers l'ambition. Nous ne pourrons pas revenir en arrière. Chaque fois qu'il y aura un processus de revue, nous allons devoir aller de plus en plus vers de l'ambition. Alors, vous avez compris qu'évidemment, on doit y aller, il y a un déficit, mais néanmoins, c'est aussi écrit, on va devoir y aller. Deuxième chose très importante dans le cadre de l'accord de Paris, c'est la question du financement. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, du Fonds vert pour le climat. Donc là aussi, processus un peu ancien qui dit que d'ici à 2020, l'ensemble des pays industrialisés, développés, vont mettre en place un financement qui deviendra annuel, qui devrait être par année de 100 milliards de dollars. Alors à l'attention des pays en développement. Alors le Fonds vert est déjà opérationnel, il est basé en Corée, il a déjà eu plusieurs fois des réunions et des projets qui commencent à être financés. Les trajectoires de la mobilisation de la ressource d'ici à 2020 semblent de plus en plus se rapprocher des attentes, même s'il y a encore des inconnus, et c'est un débat qui est compliqué. Mais pour autant, le financement, nous le savons aussi, n'est pas suffisant. 100 milliards de dollars par an ne sera pas suffisant pour prendre en compte les besoins d'adaptation des pays en développement. Sachant qu'évidemment, il y a d'autres financements climat, il y a la coopération bilatérale, il y a d'autres choses, il y a d'autres principes de financement. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez par rapport à la hauteur des défis. Donc là, on voit bien qu'il y a une intelligence collective à avoir, et puis très clairement, là aussi, au même titre que la réduction de l'ambition. Ambition, réduction, ambition, financement, ambition dans la mobilisation et dans le calendrier. Ça, c'est la première chose. Alors, au niveau de l'accord de Paris lui-même, évidemment, je ne peux pas vous le synthétiser en quelques minutes, c'est passionnant et déjà, j'espère que je vous en aurai une bonne image en quelques mots. Ceci étant, il y a, ce qui est intéressant, pour la première fois, un article d'ambition qui parle de l'adaptation. Alors ça, c'est nouveau, c'est une nouveauté. Pour l'instant, il n'est pas encore chiffré, mais néanmoins, j'ai envie de dire, on ne parle plus que d'atténuation, on parle aussi d'ambition. C'est intéressant, c'est important. On fait aussi le lien avec les objectifs de développement durable que vous connaissez tous, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un grand agenda global, l'agenda du développement, l'agenda du changement climatique, l'agenda du financement, j'ai envie de dire, globalement, finalement, l'agenda du mieux vivre ensemble pour un avenir durable, respectueux des ressources naturelles, bas carbone, solidaire. Vous voyez bien que toutes ces trajectoires sont là aujourd'hui. Le moment de Paris a été important, mais n'est pas finalement une finalité. Ça ne peut être pris que comme un début ou un départ, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, le grand défi de Marrakech et de l'après, c'est comment je mets en œuvre. Et deuxième chose, qui est aussi dans l'accord de Paris, comment je vais être en capacité de réaliser et de mesurer et de témoigner la réalité de ma mise en œuvre. Pour ceux qui suivent un peu les négociations, on appelle ça le processus du MNV en français, mesurer, notifier, vérifier, MRV en anglais, mesurer, reporter, vérifier. Donc très clairement, on va devoir aujourd'hui être en capacité de témoigner, de démontrer, de prouver l'additionnalité, la pertinence, l'espèce d'amélioration que chaque fois que nous allons prendre une décision, qu'elle soit politique et ou économique et ou territoriale, évidemment, d'aller vers cette excellence. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pour continuer un petit peu sur un sujet qui est important, et je pense que dans ce petit panorama très rapide de ce défi de la mise en œuvre, je voudrais souligner le rôle des acteurs non étatiques. Et aujourd'hui, on est dans une région, c'est très important, et c'est important de comprendre aussi qu'aujourd'hui, plus que jamais, plus qu'hier, et j'ai envie de dire très certainement encore moins que demain, les acteurs dits non étatiques doivent être des complices positifs de la mise en œuvre d'une politique bas carbone au niveau d'un pays et donc au niveau international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des acteurs étatiques, depuis déjà bien longtemps, sont mobilisés. On le sait tous, les villes, les régions, donc les territoires, la société civile, les acteurs économiques, tout le monde a des engagements. L'aviation civile internationale, l'Organisation internationale du commerce, le maritime, les territoires, tout le monde a des objectifs pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, quel que soit son moteur. Que ce soit pour des mobilisations citoyennes, des questions économiques, des questions d'obligations, comme dans certains pays, les territoires ou autres, tout le monde a des obligations. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous avez bien compris le processus ascendant, toutes ces petites briques qui vont être additionnées et qui viendront des territoires, globalement, évidemment, elles doivent rentrer dans la perspective de ce CDN national, contribution déterminée au niveau national, et elles doivent évidemment venir la compléter, la renforcer. Par exemple, si une ville, qui a une compétence sur l'urbanisme, décide d'avoir demain un parc de développement touristique qui soit zéro carbone, elle peut le faire. Si elle décide que tous ces bâtiments publics demain seront des producteurs d'énergie, des bâtiments dits à énergie positive, elle peut le faire. Vous voyez, donc, elle a beaucoup d'actions. Si une entreprise ou des hôtels ou des territoires décident d'aller sur une zone franche carbone, sur des mécanismes innovants de financement de l'énergie renouvelable ou autre, vous voyez bien que très clairement, elles peuvent le faire. Donc tout ça, eh bien qu'à un moment donné, ces deux grandes sphères doivent se rencontrer. Alors pourquoi j'insiste sur le rôle des acteurs non étatiques? Eh bien parce que très clairement, dans l'accord de Paris, ils ont été mis à l'honneur. Alors la société civile, dont je fais partie, mais
historiquement, on a travaillé aussi pour des ministères ou autres, ou pour des pays ou pour des régions, mais aujourd'hui, tout le monde, vous comme nous, on a des engagements. On peut prendre des engagements. Et la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique regarde ces engagements non seulement avec bienveillance, mais comme une espèce de bulle d'air pour aller vers de l'opportunité de l'ambition, parce que si on additionne le tout, peut-être qu'on reviendra plus rapidement sur une trajectoire de 2 degrés. Donc vous voyez bien comment c'est important, et pour vous dire, dans l'accord de Paris, on est nommé quasiment partout. On est dans le préambule, on est dans plusieurs accords, nommé, il y a des journées spécifiques vie, il y a des journées spécifiques bâtiment désormais, il y a des journées spécifiques efficacité énergétique, le tout dans le cadre des négociations, même si aujourd'hui, ne l'oublions pas, les acteurs dits non étatiques ne sont pas des acteurs négociateurs. Nous sommes des observateurs, ce qu'on appelle à la Convention, mais nous ne négocions pas. Alors, pour terminer sur le sujet, et parce que le temps malheureusement nous est compté, et je sais qu'il y a plein d'autres intervenants qui ont énormément de choses à partager avec nous tous, avec vous tous, très clairement, peut-être pour en quelques mots dire, ça va être quoi Marrakech? Marrakech, il faut que ce soit une réussite. Alors ça veut dire quoi une réussite? Ça veut dire qu'on ne doit pas rester dans le discours. Voilà. Tout le monde le dit, Marrakech c'est, de gré ou de force, la COP de la mise en œuvre. COP de la mise en œuvre, oui, mais COP de la mise en œuvre concrète. Ça veut dire, ce n'est pas de l'engagement pour 2020-2030, c'est de l'engagement pour demain. C'est de comment je vais faire en sorte que je puisse avoir, pour les pays en développement, un développement bas carbone, porteur de résilience, donc mieux à même de s'adapter aux conséquences du changement climatique, tout en étant sur une trajectoire de développement bas carbone. Et pour les autres, bien sûr, c'est le défi de l'ambition et de l'engagement de la mise en œuvre, que ce soit la mobilisation financière, la mise en place de mesures spécifiques, la mise en place de nouveaux secteurs de travail, de coopération, du renforcement du transfert de technologies, du renforcement de la formation, de la compétence, de la mobilité, de l'organisation des acteurs. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu l'agenda de Marrakech. Et j'ai envie de dire, une certaine page historique des négociations climat s'est tournée à Paris, c'est très clair. Nous sommes dans une nouvelle ère, un nouveau processus. Ça ne veut pas dire que le concept, et j'ai envie de dire que le périmètre de la raison d'être de cette convention a changé, bien au contraire. Plus que jamais, on est dans l'urgence. Je vous rappelle, on plaide pour une action immédiate. 2/3 des énergies fossiles disponibles doivent rester sur Terre. Une action immédiate, axée vers de l'ambition, et en prenant en compte une solidarité à mettre en place. Mais, pour autant, aujourd'hui, beaucoup reste encore à écrire, beaucoup reste encore à construire, et comment traduire cet accord en quelque chose d'opérationnel? Vous l'avez bien compris, Marrakech ne sera pas une conférence facile. Nous sommes 195 parties contractantes, donc États parties contractantes, si on considère que l'Europe représente une partie contractante pour l'ensemble des 27 pays européens, mais très clairement, au niveau de l'ensemble des parties contractantes, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents. Donc le défi de Marrakech sera comment conjuguer ces défis, comment conjuguer ces contradictions autour d'un service, j'ai envie de dire, d'intérêt commun, et toujours en ayant en tête que sans développement partagé, bien évidemment, nous ne ferons qu'amplifier les conséquences et les origines du changement climatique. Donc, urgence à agir, urgence à traduire en opérationnel des décisions politiques, mettre en place un système de transparence, de confiance renouvelée, et travailler, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour un présent réel chargé dans la transition énergétique, avec un horizon tourné vers une solidarité, un usage des ressources respectueux, des ressources disponibles, utilisant autant que possible des ressources renouvelables, et le tout inscrit dans un développement bas carbone pour des territoires solidaires. Marrakech, ce sera aussi un petit peu notre réussite à chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous des forces vives de ces débats, certains pour des décennies, d'autres depuis quelques années, en tout cas ça fait plus d'une trentaine d'années, donc j'ai vu cette histoire et je sais combien elle est dangereuse si on ne prend pas en compte la réalité de l'urgence à agir, mais je sais aussi combien elle peut être porteuse d'opportunités collectives, dès lors que tous ensemble on mettra les bonnes solutions en place, et là, j'ai envie de dire, petit clin d'œil collectif, les possibles avec un S sont au rendez-vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse à nouveau de ne pas avoir été avec vous aujourd'hui. Vous avez compris qu'on sera à Marrakech. On aura un stand en zone bleue, donc la zone accréditée, un stand assez important en zone verte, la zone dite société civile. On a, Énergie 2050 et nos partenaires, à peu près une quarantaine d'événements dans les deux espaces. Donc on sera là-bas, on sera mobilisés, on espère vous rencontrer, continuer l'aventure ensemble et surtout, j'ai envie de dire, continuer à faire en sorte que cette vision d'un monde différent se transforme en une réalité partagée et surtout qu'elle soit mise en œuvre. Je vous remercie beaucoup et puis bonne fin de débat et encore toutes mes excuses de ne pas être avec vous.
Au revoir.